Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, j'ai un invité aujourd'hui, Nicolas Forçant. Bonjour. Bonjour Lévi. On va savoir ce qu'il fait dans la vie juste après. D'abord, on sait qu'il fait 1m94 et moi non. Donc je vais prendre ceci et vous allez voir que ça ne change rien. Hop, 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 mets-toi à côté de moi. Voilà, ça ne change rien. Dans ce 101%, nous allons avoir la critique de Batman Arkham Origins. Nous allons avoir The Place to Be, Notchan, Retro and Magic sur Gogo Hackman. Et on commence avec les news. C'est toujours comme ça. La licence de l'organisation américaine d'Ultimate Fighting UFC était auparavant exploitée sur les consoles Party HQ. C'est désormais Electronic Arts qui a récupéré la possibilité de développer des jeux avec les combattants de l'UFC. Ce sera chose faite le 19 juin prochain avec un titre fort logiquement appelé EA Sports UFC. Il s'agira d'un des premiers jeux à tourner sous le moteur Ignite pour la nouvelle génération de consoles PS4 et Xbox One. Le trailer tourne beaucoup à base de waouh et de ouch. Chaque impact de coup étant mis en scène pour avoir un maximum d'efficacité. Si voir des hommes musclés se frapper violemment ne vous émoustille pas plus que ça, peut-être que la présence de Bruce Lee, le père du Mixed Martial Arts, au rang des combattants en tant que bonus de précommande, saura éveiller l'intérêt de plus de monde. Révélé en début d'année dans un trailer extrêmement séduisant, Traverseur se développe tranquillement dans son coin, mais n'oublie pas de nous tenir au courant pour autant. Par l'intermédiaire d'une vidéo de gameplay en l'occurrence, qui s'attache à nous présenter l'un des pouvoirs mis à la disposition de Valérie, la future héroïne du jeu. Et si les gants gravitationnels ne paraissent certainement pas inédits, ni même très originaux, la vidéo est surtout l'occasion de voir tourner un titre qui reste très discret. On ne sait pas grand-chose de ce jeu, à part qu'il se déroulera dans un monde où l'oxygène très rare est rationné par un gouvernement totalitaire. Un monde où la gravité a une grande importance également, puisque la ville où évolue Valérie est divisée en deux quartiers, placés chacun d'un côté d'un champ gravitationnel qui aide à garder les riches et les plus démunis à leur place. Bref, Traverseur reste on ne peut plus tentant, et le simple fait de savoir qu'il suit son petit bonhomme de chemin suffit à mettre un peu de baume au cœur. Le studio à l'origine du jeu de stratégie online Stellar Impact travaille en ce moment sur un jeu de stratégie en temps réel futuriste appelé Ethereum. Ethereum est le nom de la ressource convoitée par 3 factions. Les forces humaines du consortium, les Vectides et les Intari, qui s'affrontent sur 6 planètes uniques. La campagne solo sera non linéaire, le joueur ayant l'opportunité de développer son empire en débutant par la planète de son choix, chacune proposant des conditions climatiques propres. Celles-ci auront d'ailleurs un impact sur le gameplay et les tactiques à adopter, une tempête de sable permettant par exemple d'approcher une base ennemie sans être vue. Certaines factions pourront même déclencher ou prédire ces phénomènes climatiques une fois certaines compétences acquises. Arbre technologique, gestion de ressources, micro et macro management, factions secondaires, mode en ligne jusqu'à 4 joueurs, Ethereum semble être un projet aussi complet qu'ambitieux. À suivre donc. Donc Nicolas, je t'ai invité dans l'émission pour que tu nous parles de ta société qui est Mutpop, je te dis bien. Mutpop, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est ? Alors Mutpop, c'est une boîte de production. Je dis production parce qu'en fait, on a fait déjà différentes choses. On a commencé par faire des art toys. Tu sais, c'est les petites figurines que tu dois en avoir chez toi d'ailleurs, qui sont toutes mignonnes, qui ont un super design, qui prennent un peu la poussière, mais comme toutes les figurines, qui plaisent aux filles. Oui, c'est vrai. C'est beau. C'est les figurines que tu as le droit d'avoir chez toi. Exactement, avec tout à ta fait. meuf, elle fait ouais, d'accord, ça va. C'est ça, exactement. Ouais. Donc elles sont redesignées, 2 collections, donc à tirage limité. On a lancé la boîte en 2007. On faisait des gros catcheurs de Lucha Libre. Ouais. Il y avait une la bande BD Lucha Libre qui est super belle. Ouais. Et vos jouets sont super beaux d'ailleurs. Enfin, pas jouets. Ouais, si, parce que moi mon fils il y joue encore avec. Hein, donc, d'accord. Tu peux jouer avec. Donc voilà, on a fait ça. Donc on était spécialisé en fait dans les persos de bande dessinée. Après vous avez du Titeuf, ouais. Et après on a fait Titeuf. Cho. On avait travaillé avec Glénat, l'éditeur. Et puis on avait eu donc Titeuf, on avait eu Lou, on avait eu Malika Skous, Captain Biceps. Le film de Lou est en train d'être tourné. Tout à fait. Il sortira au mois d'octobre. Ouais. Non, c'est bien, tu es au courant. Oui, je travaille en fait sur les livres qui vont. Voilà. Ah, d'accord. Alors c'est un petite preview, on va dire. D'accord. Donc voilà, donc on a fait ça.
Et puis après, en fait, l'activité a été mise, parce qu'on était plusieurs, a été mise un peu en sommeil. On est parti sur d'autres choses. Et moi, il y a 2 ans, j'ai relancé l'activité et je me suis demandé comment on allait repartir. Moi, mon métier d'origine, en fait, c'est éditeur, donc éditeur de livres. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire ma propre ligne d'édition. Alors, je me suis demandé quel sujet j'allais trouver pour lancer mes premiers livres. Et on en parlera voilà. Après la critique de Batman Arkham Origins Blackgate. C'est la version HD de Batman Arkham Origins. Compliqué quand même. Au même titre que Gears of War, Uncharted et autres Assassin's Creed, Batman Arkham fait partie des licences majeures de la génération Xbox 360 PS3. Un statut forcément enviable, surtout quand on est éditeur et que les bénéfices générés se chiffrent en millions. Mais un statut pas toujours facile à assumer auprès des fans, notamment quand un filon finit par être surexploité et que les intérêts économiques prennent le pas sur la créativité et les qualités ludiques. Le désamour, Batman l'a justement expérimenté il y a quelques mois, avec la sortie d'Arkham Origins. On ne reviendra pas sur les raisons qui nous ont conduits, comme d'autres joueurs, à le bouder. La critique du jeu sur Noco est là pour ça. On résumera simplement en disant qu'il a tout du jeu fainéant et opportuniste. Preuve que cet hiver, la série cherchait à se vendre uniquement sur son nom, un spin-off 3DS et PS Vita a vu le jour à la même période. Vous l'aviez déjà oublié, ou peut-être n'en avez-vous même jamais entendu parler. C'est normal, Batman Arkham Origins Blackgate, de son petit nom, ne fera pas date dans l'histoire du jeu vidéo. Alors, si faute de temps nous n'avions pas pu vous mettre en garde au moment de sa sortie, son récent portage sur console HD et PC nous donne l'occasion de revenir sur son cas et conseiller aux fans du Dark Knight, forcément plus nombreux sur ses supports, de passer leur chemin. Gotham City is mine now. 3 months ago, I took down the deadliest villains it had to offer. Le scénario de Batman Arkham Origins Blackgate se place quelques mois après la fin d'Arkham Origins. La plupart des grands méchants ont été mis derrière les barreaux de Blackgate. Gotham n'est plus à feu et à sang et notre héros passe maintenant des nuits un peu plus tranquilles. Mais si la ville a retrouvé un semblant de paix, il n'en va pas de même pour la prison. Avec autant de cerveaux malades au mètre carré, le Joker, le Pingouin et Black Mask n'ont en effet pas tardé à se partager le contrôle du pénitencier. Pour éviter une évasion massive de tous les hors-la-loi qu'il a fait coffrer, notre héros va donc devoir se rendre sur place pour rétablir la situation. Une mission périlleuse, mais durant laquelle il se fera guider par Catwoman, qu'il aura capturé quelques instants plus tôt, lors d'un prologue sur les toits de Gotham. Gotham City Police, keep your hands where I can see them. Oh, he's good. Batman Arkham Origins Blackgate se détache de la série principale. Jeu nomade oblige, du moins lors de sa sortie initiale, il ne pouvait pas prétendre aux mêmes ambitions que ses prédécesseurs. C'est donc le plus logiquement du monde que les développeurs ont donc abandonné l'action en open world apparue avec Arkham City. On retrouve bien le système de combat free flow qui permet de changer la direction d'un combo à tout moment ou de contrer facilement un adversaire. On retrouve également quelques gadgets typiques comme le grappin ou le batarang, ainsi que cette dimension infiltration qui permet d'exécuter silencieusement les ennemis. Mais pour le reste, cet épisode s'écarte de ses prédécesseurs pour s'orienter vers le Metroidvania en 2,5D. Comme tous les jeux du genre, Arkham Origins Blackgate mise donc énormément sur l'exploration. Et comme tous les jeux du genre, il oblige à faire un nombre incalculable de détours pour progresser et tout débloquer. Évidemment, comme dans tous les jeux du genre, de nouveaux gadgets et des clés cryptographiques permettent ensuite de créer un raccourci ou d'accéder à de nouvelles zones de la map. Comme dans tous les jeux du genre donc, il apparaît extrêmement sympathique sur le papier. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le cas manette en main. En cherchant sans doute à trop bien faire, les développeurs ont en effet rendu le jeu particulièrement lourd et confus. On pourrait vous parler du mode détection qu'il faut déclencher pour un oui ou pour un non, des combats un peu lourdeaux et brouillons, ou encore de l'impossibilité de sauter qui nous oblige à faire une galipette pour passer au-dessus de pics.
Mais en réalité, le gros problème d'Arkham Origins Blackgate, c'est qu'il a tenu coûte que coûte à nous faire évoluer dans une structure tout en 3D. En effet, cette dernière n'est pas seulement utilisée pour la réalisation. Les gars d'Armature Studio, des mecs pourtant expérimentés venus en partie de Retro Studio, ont également intégré la 3D au level design. Du coup, celui-ci s'avère beaucoup trop complexe pour un jeu où l'on évolue seulement sur 2 plans. Entre les innombrables conduits à emprunter, les rotations de caméra, la taille des zones à visiter et une carte particulièrement peu lisible, il n'est pas rare de se retrouver paumé sans savoir comment rejoindre un objectif pourtant clairement indiqué. Et la direction artistique, volontairement très sombre, n'arrange rien à l'affaire. Certains mettront sans doute en avant la non-linéarité du jeu, avec notamment la possibilité d'explorer les 3 parties de la prison dans l'ordre de son choix. Mais si celle-ci est indéniable, elle nous a paru insuffisamment maîtrisée pour être citée comme qualité. Même constat du côté des boss. Si les affrontements sont plutôt originaux dans l'ensemble, le manque d'équilibrage enlève toute dimension épique et peut même les rendre fatigants. Comme motif de satisfaction, Arkham Origins Blackgate peut se targuer d'offrir énormément de secrets à débloquer. Il y a les classiques améliorations d'armure et de gants, mais aussi de nouveaux costumes exclusifs à cette édition HD. Maintenant, encore faut-il avoir le courage de tout débloquer. Has anyone ever told you that with that cape you look just like an idiot? Over here! À No Life, on essaye généralement de réserver notre avis jusqu'au moment de la conclusion. I'll kill you! Mais dans le cas d'Arkham Origins Blackgate, il était difficile de jouer la carte du suspense tant les particularités de son game design et de son level design pèsent lourd sur le résultat final. Comme vous l'avez sans doute deviné, le concept aguicheur et les bonnes intentions de départ sont vite balayés par son manque de maîtrise. Que ce soit en termes de rythme, de mise en scène ou même de gameplay, le jeu affiche davantage de lacunes que de qualité. Il n'y a certes rien de catastrophique ou de rédhibitoire. Seulement l'empilement de défauts plus ou moins gros contribue à rendre le jeu bancal, pour ne pas dire pénible. It's him! Right there! Cette Deluxe édition a beau être moins onéreuse que les cartouches 3DS et Vita à leur sortie, la réalisation a beau être tout à fait honnête, notamment au niveau des modélisations, la monotonie dans laquelle semble avoir été taillé le jeu finit par l'emporter. Bad timing. You just happened to show up on the day the prison decided to spray for bats. Donc on revient dans ton histoire. Donc tu transformes la société pour éditer des livres. Voilà. Tu sais pas de quoi ça va parler, mais comme on peut le voir sur ton t-shirt, t'es assez fan des Lego. Alors avant qu'on en parle, les Lego c'est venu quand dans ta vie? Les Lego c'est venu déjà quand j'étais gamin. Comme tout le monde. Je pense qu'on doit plus ou moins avoir le même âge. Je sais pas, moi je suis pas très vieux. Bon on dira pas notre âge. En tout cas c'était les... J'ai joué avec des cosmonautes bleus. Très bien, alors ça tombe bien parce que c'était la meilleure période puisqu'en fait c'était après 1978, donc c'est l'apparition de la minifigurine. Et les années 80 c'est les Lego de l'espace et les Lego du Moyen-Âge. Ouais. Donc je pense qu'on a tous, toute notre génération, les garçons surtout, ont joué à ces jouets-là. Moi j'en avais évidemment gardé un très bon souvenir, mais j'avais arrêté les Lego comme souvent à l'adolescence. Oui. J'étais rentré dans ce qu'ils appellent, dans ce que les fans de Lego adultes appellent le Dark Age. Oui. Donc en fait c'est la zone durant laquelle tu arrêtes de jouer au Lego. Et l'âge à laquelle tu reprends généralement c'est une fois adulte. Et voilà, moi j'ai repris en fait à la fin des années 90 avec l'arrivée des Lego Star Wars. Donc qui m'ont permis de revenir en tant que collectionneur dans cet univers. Je crois que j'ai fait comme toi. Voilà, je pense qu'on était... Sauf que j'ai arrêté en 95, parce que j'ai eu quand même les Lego avec les aimants. Donc, ah oui, t'as été loin quand même. J'avais 16 ans, je continue à en acheter. Mais bon. Bref. Et donc, Star Wars, mais Star Wars c'est un truc à part chez Lego hein, maintenant. Non, enfin c'est pas que c'est... Enfin, à part, je sais pas si c'est à part, c'est qu'en fait ça a été, historiquement, c'est la première licence de Lego. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils faisaient un jouet avec une licence qui n'était pas un univers créé par Lego. Et donc historiquement pour eux c'est très important et c'est surtout c'est la licence qui a chez eux marché le plus. En sachant effectivement que à l'intérieur de la boîte il y avait une tradition quand même pour plutôt faire du Lego système de base, c'est-à-dire les University, les univers de l'enfance, c'est-à-dire le Moyen-Âge, l'espace et tout ça. Donc effectivement, quand ça arrivait, ça a un peu bousculé un peu tout ça, et ça a cartonné. Effectivement,
ça a profondément changé la manière de concevoir les jouets chez Lego. Donc après, en fait, être revenu là-dedans, moi j'ai continué en fait à collectionner. Quand j'ai cherché en fait des sujets d'édition, j'ai regardé un peu ce qui sortait aux États-Unis et je suis tombé sur un livre qui venait vraiment de sortir à l'époque, qui s'appelait Cult of Lego et qui avait une superbe couverture jaune avec un spaceman rouge. J'ai vu ça, ça m'a tout de suite attiré l'œil. Je me suis dit tiens, là il y a l'air d'avoir quelque chose d'un peu différent. J'ai acheté le livre et je suis tombé, en fait, j'ai eu le coup de cœur pour ce livre, qui est en fait un livre qu'on a appelé donc Culture Lego en français, qu'on a sorti quelques mois après, c'était le premier livre, et qui est en fait un livre vachement intéressant parce que il dressait, en fait, il parle en fait de la passion du Lego, mais du côté plutôt adulte, et de tout ce qu'on peut faire avec du Lego aujourd'hui. Et d'un seul coup, en fait, c'était vraiment une espèce de passage de témoin en fait entre l'univers du jouet. Beaucoup de gens considéraient que c'était un jouet. C'était anobli en fait. Bah, là, pour le coup, on rentrait dans autre chose et ça montrait qu'on pouvait faire plein de réalisations dans tous les sujets. Et bon. On en parle après The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Il y a quelques jours, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, t'es con Médoc, toutes les semaines tu parles d'events qui se déroulent dans toute la France, tu devrais en profiter pour mettre en avant les villes dont tu parles, leurs spécialités, tu vois, les lieux, les particularités et tout. Et après je me suis dit, non, trop galère, contente-toi de faire une ou deux blagues de merde à la fin de chaque annonce et puis ça sera déjà bien. Et puis après je me suis dit, non, trop galère, juste dis ce qui se passe, voilà. Voilà. Au final, je suis plutôt fier d'avoir eu ce petit moment de remise en question, d'autocritique, parce que du coup, je me kiffe encore un peu plus depuis. Les 19, 20 et 21 avril à Lille, t'as la 19e édition des Croisades du Nord, je sais pas comment on dit. C'est un event durant lequel tu devras te déguiser en templier pour aller piller des pays chauds. Non, c'est pas vrai. On est sur de la convention de jeu de rôle, là, avec du scénar à jouer, du GN, du jeu de plateau et des gens avec qui rentrer en interaction. Et ça a l'air cool. Les 19 et 20 avril à Évreux, t'as la 3e édition des Retro Gaming Days. C'est un event rétro, donc avec toutes les vieilles machines et les vieux jeux que tu connais, mais aussi du tournoi, du quiz et de l'invité, à base de Dr. Lycave, de Pixel Love, d'Orioto, et même, si t'as lâché 3 avant, un concert de Monsieur 80, 2000 de son prénom. Donc ouais, ça vaut le coup. Ouais. Le 22 avril à Montpellier, t'as un jeune groupe de tambours traditionnels japonais qui s'appelle Minami Taiko et qui va te jouer des trucs au campus de Supagro. C'est dans le cadre du concert de scène, un autre groupe qui fait les tambours aussi, et donc qui a proposé à Minami Taiko de faire sa première partie. J'ai pas vraiment compris tout ce que je viens de dire, mais je suis persuadé que pour certains d'entre vous, ça fait du sens. Le 19 avril enfin, t'as la 2e édition d'un festival qui s'appelle Jack Web Série. Jack, c'est pour Jeunesse Animation Châtillon, parce que le délire se déroule à Châtillon justement. Et il y sera question de concours de web série. Alors j'en sais pas trop plus, hein. Je sais juste que notre Caro à nous fera partie du jury. Du coup, vous avez intérêt à pas faire les coins avec elle, parce qu'en ce moment elle est très sensible. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de me prévenir quand tu fais un truc, comme ça moi j'en parle à la télé. Et reste toi-même d'ici à ce qu'on se revoit. Ciao. Donc, tu édites en France celui sur la culture Lego. Voilà, donc le versant fan de Lego qui parle de sa passion. On va dire. Là, c'est vraiment un livre de partage d'expérience et de sa passion. Mais ce qui est bien, c'est qu'il plaît aux enfants, parce que comme c'est un livre de photos, et ben, en fait, les enfants, ils le feuillettent et ça leur donne des idées pour faire des nouvelles maquettes. Donc, c'est un livre tout public. Moi, ça m'a donné envie de tester des trucs, parce qu'on voit plusieurs sortes. Je me rappelle plus le nom, mais les micro-fabrications Lego, Oui, c'est l'échelle micro, en fait. Ouais, l'échelle micro, voilà, c'est ça. Vachement, et ça donne envie, parce qu'on se dit qu'avec peu de pièces, on peut faire des choses hyper belles. Il faut avoir un esprit de synthèse. Par contre, Par contre, j'ai essayé. Et techniquement, c'est super balèze. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Et après
Alors après, forcément, on s'est dit que ça marchait bien, donc on a sorti un deuxième livre. Mais alors là, celui-là, c'est un autre sujet, c'est l'art Lego. Donc là, en fait, on a fait une sélection avec des artistes qui ne sont pas forcément les passionnés de Lego, mais en fait, qui utilisent la brique Lego pour leur expression artistique. Ça va être des photographes, ça va être des sculpteurs, il y a de tout. Et c'est assez spectaculaire, en fait, parce que là, pour le coup, on découvre d'autres univers. Oui, donc ça, c'est tout ce qui est artiste, en fait, autour du Lego, en fait. Ouais. Et donc... C'est des gens qu'on ne voit pas, en fait, dans les conventions de Lego. Ouais. C'est des gens qui s'expriment, qui vont plus aller finalement dans des galeries. Il y en a même maintenant dans les musées. Il y a une expo qui tourne actuellement qui s'appelle The Heart of the Bricks. Où ça à Bruxelles, qui se termine à la fin du mois. Ah bon? Avec Nathan Savoyen, un des artistes sculpteurs qu'il y a dans le livre. Donc, très bien. Avant la fin du mois, il faut que j'aille à Bruxelles. Jusqu'au 22, je crois. Ok, très bien. Et très bien. Et on va regarder notre chaîne et après on parlera du prochain livre. Ouais. Chan, des fois, je me pose des questions. Je me demande ce que je veux dans la vie, en général ou au quotidien. En tout cas, j'hésite. Et si j'arrêtais les lunettes pour me mettre plutôt aux lentilles de contact? Bon, problème, il faut se mettre les doigts dans les yeux et j'aime pas trop ça. Berk. Et c'est pas l'invention étrange de la société japonaise Meditrek qui me donne une alternative rassurante. Cet objet, nommé Melulu, est un... pose lentille de contact. Peut-être un soulagement pour certains. En ce qui me concerne, je vais rester aux lunettes. Des fois, je me dis aussi, est-ce que j'aurai des enfants un jour? Grande question. Quand je vois le désastre que cause au quotidien le fils de 3 ans de Daniel Hashimoto, je me demande, une vraie tornade, hein, un vrai héros de film d'action, le petit monstre. Ah, le dit papa est animateur chez DreamWorks et s'amuse à retoucher les vidéos de son fils. D'accord, mais je ne suis pas complètement convaincue quand même. Ce que je veux, ça c'est sûr, c'est cette Nintendo 64 portable fabriquée artisanalement et plus que probablement de manière pas du tout officielle par le modeur Bungle. Le Rumble Pack est même intégré. Pour l'autonomie, ça reste à voir, hein, même si son constructeur annonce dans les 4 heures. Ce que je voudrais bien aussi... c'est un chat, mais un chat un peu particulier quand même. Bon, un Super Mario chat. Cela demande réflexion également. Si en plus de perdre ses poils, il commence à me mettre des bouts de coupa partout et à cracher des boules de feu, ça va pas le faire. Bon allez, j'arrête de me tracasser pour rien, on verra bien. Tiens, vu qu'on parlait de Mario, je vais aller me voir les mashups de l'excellent James Farr. Il termine en ce moment même son brillant mélange de la première trilogie Star Wars à l'univers Nintendo. L'occasion de voir le robot Rob, vous savez, l'accessoire de la NES, dans le rôle de C-3PO et Mario emprisonné dans la carbonite. Sans rien spoiler, on y apprend certains liens de famille obscurs chez les héros de Nintendo et c'est... troublant. C'est pourquoi je vais devoir vous laisser pour regarder le tout une fois de plus. Allez, à la prochaine bande d'attaque! Donc, Nicolas, 2 livres sur les Lego, mais tu t'arrêtes pas là. Non, on est sans limite là. On en a un 3e. Ouais. Donc le t-shirt est tiré du livre en fait, c'est ça? Non, ça c'est le. Ah oui, non. Ça c'est le logo du précédent. Ouais. Et donc le prochain livre, c'est quoi? Alors c'est encore autre chose. C'est en fait, ça raconte les coulisses de la société Lego dans les années 2000. C'est un gars qui a été enquêté. Il est rentré, donc il a rencontré un certain nombre de personnes de la société et en fait il raconte comment la société en fait a changé complètement son fusil d'épaule à cette époque-là. Dans un 101%, j'avais raconté le Lego Gate en fait, qui était c'est cette période où en fait ils ont acheté tout, des parcs, ils se sont mis partout dans les jeux vidéo, puis ils ont commencé à couler et après ils ont revendu tout. Non, alors oui c'est ça. Juste pour en 2 secondes je resitue, les années 90. La brique devient moins à la mode pour les petits garçons. Les jeux vidéo. Voilà, jeux vidéo, tout un tas de choses. Et puis même le jeu de construction est moins à la mode, quoi. Ils se disent... le Capla fait du mal. Hein. Capla, ouais, et puis c'est... non, c'est une vanne. Non mais oui, Capla, oui, t'as raison. Ouais. Mais, cela dit, moi mon petit garçon, il en a racheté. Hein. T'as acheté des Capla? Ouais, je sais. C'est nul. C'est juste du bois. Bah ouais, mais moi j'aurais jamais joué à ça, mais il y joue, alors je vais pas... Tu sais, moi je lui interdis rien. Hein.
Ok, très bien. Continuons. Donc ouais. Donc voilà, donc dans les années 90, perte d'influence en fait de ce jouet. Et en fait, ils ont décidé en interne que le jeu de construction, tel qu'il avait été conçu depuis 40 ans, on allait passer à autre chose. Et ils se sont mis en fait à trouver tout un tas de nouveaux produits. Par exemple, la mini-figurine, le Lego City avait été arrêté à l'époque. Ils avaient inventé un personnage qui s'appelait Jack Stone, qui était un grand personnage, beaucoup plus grand que la mini-figurine. Ils avaient arrêté Duplo. Ça s'appelait Lego Explore. Donc en fait, ils sont partis dans plein de directions. Ils ont voulu faire du jeu vidéo eux-mêmes. Ils n'y sont pas arrivés parce qu'ils n'allaient pas faire mieux que ceux qui savaient déjà en faire. Et au début des années 2000, alors que le chiffre d'affaires était en berne et qu'ils étaient vraiment mal, ils ont arrêté les frais. Et ils ont mis une nouvelle équipe, et cette nouvelle équipe est repartie sur des nouvelles bases, et c'est ce que raconte le livre en fait, c'est comment, en remettant le Lego, le jeu de construction, les principes fondamentaux d'ailleurs du créateur, Christiansen, 70 ans plus tôt, ils ont remis ça au cœur de l'entreprise, et en 10 ans, ils sont devenus, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la deuxième marque au monde de jouets. Et ils ont un succès phénoménal. C'est normal, c'est bien. Ouais, c'est super. Donc le bouquin, il en est où là? Alors le bouquin, donc nous en fait, on passe par une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule jusqu'au 20 avril. Donc vous pouvez en fait le précommander. Pour en fait, l'idée c'est de soutenir le projet parce que c'est un sujet un peu plus compliqué en fait que les deux précédents, donc on ne sait pas trop s'il y a du public. Et pour l'instant, ça démarre bien. On a déjà une centaine de précommandes. Mais si vous voulez y aller, vous êtes évidemment le bienvenu. L'adresse s'affiche là, n'est-ce pas, Jonathan? Voilà. Merci beaucoup. On regarde Retro and Magic, Gogo Hackman. Avec Amano Yoshitaka, Toriyama Akira est peut-être l'un des plus célèbres illustrateurs et mangaka à avoir travaillé dans l'industrie foisonnante du jeu vidéo. Entre mai 1993 et août 1994, il publie même un manga pour le magazine de jeux vidéo V-Jump. Ce dernier sera adapté dans la foulée sur Super Famicom et Game Boy. Il fallait bien la puissance de la console de Nintendo pour restituer le style et l'humour féroce de l'auteur de Dragon Ball. Le premier épisode de Gogo Hackman sort en décembre 1994 sur Super Famicom, peu après la fin du manga. On y incarne Hackman, un jeune démon âgé de 200 ans qui se réveille après 150 ans de profond sommeil. Ses parents lui expliquent alors sa mission, assassiner le tout-venant pour vendre les âmes des victimes au diable et remplir les caisses familiales. Mais l'ange Tenchi s'interpose, déterminé à sauver l'humanité. Aussi frêle qu'un moustique et ne pouvant donc se mesurer directement au démon, il fait appel à des tueurs à gages pour mettre des bâtons dans les roues d'Hackman. Dès le début du jeu, on retrouve sans mal la patte de Toriyama et les références à Dragon Ball. Hackman est une sorte de cousin éloigné de Trunks, et Tenchi doit avoir quelques liens de parenté avec Krillin, la crinière blonde en plus. Gogo Hackman pose les bases de la série. C'est un jeu de plateforme très classique, malgré ses quelques tentatives de nous faire croire le contraire, comme une séquence en voiture. Le petit démon marche, court, saute, frappe et peut récupérer des armes améliorables. Il possède également des bombes qui, comme dans certains shoot'em up, vont ravager l'écran. Un diablotin suit Hackman et récupère scrupuleusement les âmes déchues qu'il entasse dans sa bouteille. S'il ne propose rien d'extravagant, Gogo Hackman a le mérite de soigner sa forme. Bon Presto transpose joliment le style de son illustrateur vedette avec une palette de couleurs variées et des environnements chatoyants. Gogo Hackman est un jeu de plateforme sans grande surprise mais qui connaît bien ses gammes et se parcourt dans la bonne humeur si caractéristique des mangas de Toriyama. Sitôt Gogo Hackman sorti, sa suite ne tarde pas. Entre les deux, seulement 7 mois se sont écoulés. L'histoire reprend peu ou prou les mêmes ficelles que celles de son prédécesseur. Cette fois-ci, Hackman doit se frotter à un groupe de rock céleste baptisé les Metal Angels, caricature de rockers célèbres d'Elvis à Sid Vicious. On ne change décidément pas une équipe qui gagne, et le gameplay est ici quasi identique au premier épisode. La principale nouveauté de cette suite est la possibilité d'utiliser certains ennemis comme projectiles.
Hackman conserve aussi son arme s'il se fait toucher, ce qui n'était pas le cas auparavant. Go-Go Hackman 2 propose une alternative à la course-poursuite en voiture du premier épisode, avec une séquence façon shoot'em up. Malheureusement, cette scène est assez bâclée, la faute à une maniabilité imprécise et une gestion des collisions saugrenue. C'est d'ailleurs le souci général de ces 2 premiers épisodes. Les animations sont raides et grossières, et l'on a du mal à comprendre les masques de collision des coups portés et des ennemis, ce qui nuit au rythme du jeu et pourra frustrer le joueur. Attraper un ennemi pour en faire un projectile s'avère être une véritable souffrance. Cet épisode peaufine toutefois les bases posées par le premier jeu. Seul le chara-design et l'humour débridé sauvent le jeu du sentiment de redite pourtant très fort. Mais on le lui pardonne car Go-Go Hackman 2 demeure un jeu de plateforme très correct, bien que sans grand génie. Là de ses échecs à répétition, Tenchi met au point une nouvelle invention, un grand laser censé réduire en cendres Hackman. Alors que ce dernier parvient sans mal à s'en défaire, les 2 ennemis vont tomber dans le traquenard du chef de la police céleste, visiblement en manque de câlin. Face au viril gardien de la paix, Hackman s'associe avec son rival de toujours. Go-Go Hackman 3 ne réinvente pas la poudre mais apporte enfin du nouveau dans la série. Tenchi devient jouable, bon prétexte pour développer de nouvelles séquences adaptées à ses compétences. Tenchi peut ainsi se servir de ses ailes pour voler un court instant et dénicher des passages inaccessibles pour Hackman. Si certains niveaux se jouent seulement avec Hackman ou Tenchi, la plupart des missions peut être parcourues par les 2 larrons. En cours de jeu, il est possible de passer d'un personnage à l'autre via des pancartes fléchées. Les 2 épisodes précédents nous avaient habitués à introduire une séquence de jeu sortant de l'ordinaire. Dans Go-Go Hackman 3, il y en a plusieurs. Comme une scène d'infiltration, certes sommaire mais très sympathique. Un combat contre une méduse joliment réalisé en mode 7 que l'on canarde de front à l'instar d'un NAM 1975. Ou encore la recherche de lunettes de soleil perdues dans un nid d'oiseau dont la vue et le gameplay évoquent Zelda. Banpresto parvient à rythmer son jeu de belle manière en renouvelant les situations et exploite les possibilités techniques de la Super Famicom. Le jeu est d'ailleurs plus beau, et les environnements aussi bien recherchés que retranscrits avec talent. Cet ultime Hackman rassure aussi sur le plan de l'humour, aucune lassitude non plus de ce côté, le titre étant toujours aussi délirant. Le grand méchant, sorte de concentré des plus savoureuses extravagances de Toriyama, a du métier dans tout ce qui touche de près ou de loin au ridicule. Mais si l'on devait retenir la principale nouveauté de cet épisode, c'est sa maniabilité d'une souplesse exemplaire. C'est enfin un vrai plaisir de manier Hackman et Tenchi. Les animations donnent un coup de fouet à l'action plus bondissante que jamais. Go-Go Hackman 3 gomme toutes les erreurs de ses prédécesseurs et s'affirme comme un beau représentant du genre plateforme. Un dernier épisode a vu le jour, sobrement intitulé Go-Go Hackman. Sorti sur Game Boy en 1995, il n'a pourtant rien à voir avec le reste de la série. Il s'agit d'un travestissement de Pac-Man, remodelé par le brillant design de Toriyama. Go-Go Hackman est un bon jeu qui, à l'instar de son homonyme Super Famicom, ne réinvente pas le fil à couper le beurre, mais imite bien sa source d'inspiration en l'enveloppant d'une ambiance suffisamment soignée pour en justifier le contenu. La série des Go-Go Hackman se cale sur le rythme des publications du manga. En 2 ans seulement, 4 épisodes sont sortis. Le rythme impressionnant des développeurs pourrait nous faire craindre une réalisation bâclée et dénuée d'idées originales. Pourtant, chaque Go-Go Hackman parvient à se détacher de la foule des jeux de plateforme sur Super Famicom en proposant de la plateforme solide dans un univers attachant. Mieux, la série se bonifie avec chaque nouvel épisode. Et le 3e volet sublime la franchise et se positionne comme un jeu de plateforme indispensable sur Super Famicom. Une sacrée performance au vu du catalogue chargé en la matière de la 16 bits de Nintendo. Nicolas, merci beaucoup. Merci David. Merci beaucoup David. J'ai un petit cadeau pour toi, des petits badges. Ça, merci. tu vas pouvoir framer auprès des... Merci. Vous avez vu? Hop, on voit pas trop parce que c'est fond vert, mais voilà. Merci beaucoup. Et puis merci, à bientôt. Et puis ouais, j'espère que le bouquin. Et puis j'espère que tu continueras à jouer au Lego. Parce qu'on peut le dire, non? Oui. Le dernier que j'ai monté, c'est la station des égouts des Tortues Ninja. Ah bah pareil avec mon fils. Ah ouais? Non, moi j'ai pas. Voilà, allez, au revoir.
わない思いな